raconte. Christophe Ondelatte. Je vous offre l'une des plus grandes affaires criminelles de l'histoire de France. Une affaire de 1817 à Rodez, dans l'Aveyron. L'assassinat du procureur Fualdès. C'est la première enquête criminelle mondialisée de l'histoire judiciaire, car elle a été suivie au jour le jour dans toute la France, dans toute l'Europe et même dans le monde entier, et jusqu'à la cour du tsar de toutes les Russies à Saint-Pétersbourg. Pour la débriefer, je ferai appel tout à l'heure à l'historien Jacques Miquel, qui est un spécialiste absolu de cette histoire et qui a dirigé un travail de recherche publié aux éditions du Rouergue, l'affaire Fualdès, le sang et la rumeur. J'ai écrit cette histoire avec Nicolas Loupien. La réalisation est signée Céline Lebras. Europe 1, Christophe Ondelatte. Le jeudi 20 mars 1817 à l'aube, la femme Salacrou, qui habite le monastère, un gros bourg de l'Aveyron, se rend à Rodez à pied en longeant la rivière. C'est pas loin, 2 kilomètres. Et à environ 1 kilomètre de Rodez, à la hauteur du moulin des Besses, sous le moulin, dans les remous de la rivière, elle voit une forme noire. Elle s'approche. Baudu, c'est un corps. Alors elle appelle le meunier. Foulquier, viens donc voir. Foulquier va chercher une perche. Il tire le corps sur la rive. Et regarde dedans. C'est un monsieur, hein. Un monsieur, autrement dit, un bourgeois. Car le cadavre porte un pardessus, un gilet noir, un pantalon rayé gris, une cravate et des chaussures en cuir, alors que les gens du coin portent plutôt des sabots. Les deux font tout de suite prévenir les gendarmes. Vers 9h, ils arrivent à 4. Un gendarme, un juge et son greffier, le substitut du procureur du roi, et un médecin, le docteur Bourget. Et là, ils se penchent tous sur le cadavre. Et le monsieur, ils le reconnaissent tout de suite. Ce grand front, ses cheveux blancs et ce nez fort. Mais c'est Fualdès. C'est l'ancien procureur. L'ancien procureur de Rodez s'est noyé dans ce coin paumé de campagne. Un homme de son âge et de sa condition, en pleine nuit. Bon, le docteur Bourget, pour ses constatations, décide de déshabiller le corps. Il coupe la cravate. Et là, les gens autour poussent un cri d'épouvante. Il a été égorgé. Il n'est pas mort noyé, il a été égorgé. Le corps est emmené à la mairie pour l'autopsie et le docteur est formel. Il a été égorgé. Mais ensuite, il a été saigné, hein. Et c'est qu'après qu'ils ont jeté son cadavre à l'Aveyron, hein. L'entaille a tranché le larynx, la veine jugulaire et la carotide gauche. Et la blessure est bizarre, elle est irrégulière et sinueuse. On dirait qu'on a utilisé un couteau mal aiguisé. Et je me dis, pourquoi pas une scie? La nouvelle fait très vite le tour de Rodez. Enfin, un magistrat égorgé et saigné comme un cochon. Forcément, ça fait causer. Surtout que ce Fualdès, là, Antoine Bernardin Fualdès, en plus d'avoir été procureur impérial de l'Aveyron sous l'Empire il y a 2 ans, c'est un enfant du pays, une grande famille de magistrats. Et par ailleurs, il a été membre du tribunal révolutionnaire à Paris, avant de vendre son âme à l'empereur Napoléon Ier. Mais, il y a 2 ans, il a anticipé sa retraite, il a refusé de servir les Bourbons et le roi Louis XVIII. Du coup, est-ce que ça serait pas un assassinat politique? Peut-être. D'autant qu'il s'est enrichi sous la Révolution et sous l'Empire, comme tant d'autres. Mais en même temps, Fualdès, c'était un modéré. Depuis sa retraite, il vivait la vie d'un bourgeois de province. Il était franc-maçon, membre de la Grande Loge de Rodez. Il n'avait l'air de déranger personne. Enfin, a priori. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que dans les jours qui suivent, faute de piste, la rumeur va bon train sur la place du Foirail. D'un côté de la place, on dit avoir vu Fualdès la veille. Et pardi que je l'ai vu, oui. Il était en discussion avec son agent de change. Et puis vous traversez la place,
Et on dit que Fualdès avait l'air très préoccupé et que les deux hommes se sont disputés. Ces gens-là n'en savent rien, en vérité. Ils inventent. Et comme par ailleurs, la foire de printemps vient de s'achever, d'autres accusent les marchands espagnols. Oh, c'est cela, là. Ils sont bien capables de tuer un honnête citoyen pour pas grand-chose, hein, Pécaïre. C'est éternel. On accuse les étrangers. Et puis comme Fualdès était franc-maçon, d'autres croient à la piste d'une vengeance maçonnique. Parce que d'après ce qu'on dit, il a eu des problèmes à sa loge. Des problèmes dont personne, bien sûr, ne sait rien du tout, hein, mais dont on parle. Et puis, on ne peut pas écarter non plus qu'un ancien condamné, un de ses anciens clients, ait voulu se venger. Dans cette affaire, vous le voyez, on ne manque pas de pistes. Quelques jours plus tard, le maire de Rodez tente d'enterrer le poisson. À la demande de qui, on ne sait pas, le préfet peut-être. Il se lance dans une manœuvre assez misérable. Eh bien, à notre sens, je dirais qu'il s'agit d'un suicide, sans doute. Ça fait marrer les gens. Un suicide? En se tranchant la gorge? Eh bien, il y en a qui ont peur de rien. On en revient donc plus raisonnablement à un assassinat. Alors, à quelle heure le procureur Fualdès a-t-il quitté son logement? On interroge sa gouvernante. Eh bien, dans l'après-midi, M. Fualdès, il m'a parlé d'un rendez-vous. Un rendez-vous pour le soir même, à 8 heures. Il m'a dit qu'il devait voir un homme pour échanger des valeurs. Échanger des valeurs. On vérifie, ça colle. Fualdès avait des problèmes d'argent, il avait des dettes. Et donc il avait vendu un de ses domaines, il était donc en possession de lettres de change, des chèques de l'époque, qu'il cherchait sans doute à échanger contre des espèces. Sa gouvernante dit qu'à 8 heures, elle l'a vu partir. Ah oui, oui. Je l'ai vu mettre sa redingote et son chapeau et prendre sa canne à pommeau. Et après, il est sorti. Et il avait sous le bras un paquet. Et vous l'avez vu prendre sa lanterne? Ah non, non. Il n'a pas pris sa lanterne. Ah, s'il n'a pas pris sa lanterne, c'est qu'il ne voulait pas être vu. Mais avec qui avait-il rendez-vous? Avec qui? À la gendarmerie de Rodez, le lendemain de la découverte du corps, c'est le défilé des témoins spontanés. Des tas de gens l'ont vu dans la journée qui précède le meurtre. Lui, et possiblement le ou les assassins. Et c'était vers 8 heures. Moi, j'ai vu un homme près de chez lui, au coin de la rue des Hebdomadiers. Et il m'a semblé qu'il attendait qui, je sais pas. D'autres parlent d'un groupe d'hommes, dont un très grand, qui faisait le guet dans la même rue des Hebdomadiers. Et il y a aussi des habitants de cette même rue qui, entre 8h et 9h du soir, ont entendu des joueurs de vielle. Et du coup, je me demandais si c'était pas pour couvrir le bruit, quoi. Oui, pour couvrir le bruit du meurtre. Et d'autres encore parlent de cris et de coups de sifflet, et de gens qui couraient dans la rue, et même de bruits de lutte. Il faut se méfier de tous ces témoignages. La rue des Hebdomadiers à Rodez, c'est le théâtre de beaucoup de fantasmes. Hein. C'est la rue la plus malfamée de la ville. Elle est sale, elle est étroite, elle est longée d'un long mur crasseux, et la nuit, elle est seulement éclairée par la lune. Se méfier donc des fantasmes des uns et des autres. Mais, vous noterez que c'est au milieu de cette rue, des Hebdomadiers, dans l'égout qui coule à ciel ouvert, que l'on retrouve la canne à pommeau de Fualdès. D'où la décision du commissaire Constant, qui dirige maintenant l'enquête. Vous allez me fouiller toutes les maisons suspectes de cette rue, hein? Et il n'en manque pas, à commencer par le bouge, qui est au numéro 65, la maison bancale, qui porte assez bien son nom parce que ce qui se passe à l'intérieur n'est pas réglo-réglo. C'est ce qu'on appelle une maison à partie. Comprenez, à partie fine.
Bref, l'endroit accueille des couples illégitimes et peut-être des prostituées, d'après ce qu'on dit. La maison bancale est donc la première à être perquisitionnée. Et ma foi, la pêche est assez bonne. Dans un tas de linge, les policiers saisissent une couverture pleine de sang. Et sous l'escalier, d'autres linges tachés de sang, eux aussi. Et dans la foulée, les voisins de la maison bancale, bien contents qu'on s'intéresse à la maison bancale plutôt qu'à eux, se mettent à cancaner comme de vieilles chaisières. Oh, moi je me souviens que le soir du crime, la porte des bancales, elle était fermée, hein, alors qu'elle est toujours ouverte. Hein. Et bien le lendemain, la table et le sol de la cuisine ont été lavés à grandes eaux. Je l'ai vu, hein. La mère bancale. Le lendemain, elle est allée laver son linge à la rivière. Et elle est revenue sans linge. Et pourtant, elle n'est pas bien riche. Hein. Et si le pauvre Fualdès avait été conduit de force dans ce bouge? De force, évidemment, parce qu'il n'a pas pu y aller lui-même, enfin, un procureur à la retraite. Et là, il a été égorgé dans la cuisine et saigné comme un cochon sur la table, d'où le linge taché de sang. Voilà. Ça serait ça, la vérité. C'est un peu tiré par les cheveux, mais il y a des témoignages. À l'époque, c'est ce qui compte. Alors le juge fait immédiatement arrêter le couple bancal. Et au passage, leur petite fille de 8 ans qui s'appelle Madeleine, ainsi que plusieurs locataires de la maison, 5 locataires au total. La gamine est placée dans une maison d'enfants. Et les autres filent en prison. Et pourtant, ils nient, hein. Tous. Je vous jure que je n'y suis pour rien. Pour rien. Je vous le jure. Peut-être. Mais l'arrestation de ces mauvais sujets arrange tout le monde. D'autant qu'à force d'insister, la petite Madeleine, un jour, raconte le crime au juge. Eh bien, le monsieur, il a été amené de force à la cuisine. Et ils l'ont couché sur la table, et ils lui ont coupé le cou. Et le sang dans la bassine, ils l'ont donné à manger au cochon. Et elle dit aussi qu'il y avait là un homme gigantesque et une femme masquée. Sauf qu'entre nous, ça ne colle pas du tout avec les déclarations de la gouvernante. Elle dit que Fualdès avait un rendez-vous à 8h pour négocier des lettres de change. Ça n'est pas avec les bancals qu'il est allé négocier ses lettres de change. Ils n'ont pas de sous. C'était avec quelqu'un en qui il avait confiance. Forcément. Malgré l'arrestation des bancals, les témoins continuent de défiler au commissariat. Et beaucoup, décidément, parlent d'un homme de très haute taille. Alors on se met à chercher un géant. Et on en trouve un dans la minute, dans l'entourage immédiat de Fualdès. Son beau-frère, Bastide Gramont, il fait 1m90. Et en 1817, c'est vraiment pas banal. Et quand on interroge les domestiques de Fualdès... Monsieur Bastide Gramont, eh bien, il est passé chez Fualdès, justement, le lendemain de sa mort. Le lendemain? Et pourquoi faire? Eh bien, pour récupérer les papiers. Il a fouillé le secrétaire, et après il est parti. Il y a aussi des gens qui disent qu'ils l'ont vu avec un sac de pièces d'argent. Oh, il en avait bien 5 kilos. Ah oui, 5 kilos de pièces. Et d'autres disent encore qu'ils l'ont vu s'engueuler avec Fualdès l'après-midi qui précède le meurtre. C'est bien intéressant tout ça. Le commanditaire du meurtre pourrait donc être son beau-frère. Et Bastide Gramont est immédiatement arrêté. Et avec lui, un agent de change qui s'appelle Josion, et qui lui aussi était en affaire avec Fualdès, et qui lui aussi est venu fouiller chez lui après le drame. Bon ben, voilà. Il n'y a plus qu'à faire une mesclagne avec tout ça. Hein, mélanger tout ce qu'on a et imaginer ce qui a pu se passer. Bastide Gramont et Josion ont commandité le meurtre. Et les bancals ont fait le sale boulot.
L'enquête a été rondement menée. Le préfet va pouvoir rassurer Paris. Et peu importe qu'ils clament tous leur innocence, il n'y a qu'à les juger. Et d'ailleurs, le juge suggère qu'on fasse ça, sur place, à Rodez, devant la cour prévôtale. C'est une juridiction d'exception qui a été créée il y a 2 ans et qui est bourrée d'avantages. Il n'y a pas de juré, il n'y a pas de possibilité d'appel et il n'y a pas de recours en cassation. De la bonne justice rapide et efficace pour rassurer le peuple. Mais il y a un loup. Le procureur général près la cour d'appel de Montpellier réclame une cour d'assises et hors du département de l'Aveyron, car il soupçonne le juge de Rodez d'avoir bâclé son enquête. Alors, il écrit au garde des Sceaux. Il convient de faire transférer les accusés en un lieu où ils seraient équitablement jugés, sans ennemis, pour manipuler les témoignages. Et dans la foulée, il envoie un détachement de soldats à la prison de Rodez pour transférer les prévenus à Montpellier. Oula, à Rodez, ça passe mal, Les gens se rassemblent devant la prison, ils sont très en colère. Eh bien, on veut nous voler nos assassins! Et les autorités locales refusent de livrer les prisonniers. Le général Devôtre, qui commande les soldats, est hors de lui. J'exige qu'on me livre ces détenus. Foutre le diable. Enfin, c'est pas aujourd'hui que je vais me laisser manipuler par une bande de Pékins. Au l'âge où je vais changer, Mais là, la foule se met à hurler, des hommes brandissent des bâtons, d'autres se mettent à lancer des pierres sur la troupe, et le général est bien obligé de renoncer. Rodez garde ses assassins. Le président du tribunal fait juste une concession. Il renonce à la cour prévôtale, ils seront jugés par une cour d'assises normale, mais sur place, à Rodez. Cela dit, l'enquête n'est pas totalement terminée. Vous vous souvenez que la petite Madeleine Bancal, du haut de ses 8 ans, a désigné un homme gigantesque et aussi une femme masquée. Elle n'a pas été identifiée, celle-là. Mais qu'importe, à Rodez, il y en a une qui fera parfaitement l'affaire. Clarisse Manzon. Forcément. D'abord parce qu'elle a 30 ans et qu'elle est jolie, qu'elle est passionnée de littérature romantique. Et surtout, elle traîne une petite histoire qui fait jaser. Son père, qui entre parenthèses est le président de la cour prévôtale, son père a réussi à la marier à 18 ans pour la calmer. Il l'a mariée à un officier. Mais dès que l'officier a rejoint son régiment, elle a pris un amant, ou plutôt des amants. Et quand il est rentré, elle n'a pas voulu le revoir. Ils ont fini par divorcer. Il n'y en a pas beaucoup des nénettes comme ça, à Rodez, à l'époque. Et son problème à Clarisse, c'est que dans l'affaire qui nous préoccupe, l'un de ses amants, un lieutenant, est allé bavasser chez le préfet. Eh bien, monsieur le préfet, elle m'a dit, la mystérieuse femme voilée, c'est moi. Elle me l'a dit, Elle m'a dit, j'étais à la maison Bancal pour un rendez-vous, en ajoutant, je ne peux rien en dire, c'est une affaire d'honneur. Mais elle m'a dit, j'ai tout vu. Voilà ce qu'elle m'a dit, monsieur le préfet. Et le préfet, bien sûr, a prévenu le juge, qui la convoque. Et là, c'est du grand spectacle. Une fois, elle dit qu'elle a vu Fualdès à la maison Bancal, et le lendemain, elle dit que ça n'est pas vrai. Et une autre fois, elle dit qu'elle était présente, et la fois d'après, qu'elle ne peut rien dire, car elle est menacée. Bon, c'est tout de même la fille du président de la cour prévôtale, c'est une fille de magistrat. Et donc, elle sera convoquée devant la cour comme témoin. Le procès doit avoir lieu le 17 août. Mais dès le 15 août, les magistrats sont en ville. On les voit parader en robe rouge à la procession du 15 août. Des juges. Et le lendemain, le 16, veille du procès, la cour et les jurés, escortés par la garde nationale, vont en procession à la cathédrale pour entendre la messe.
Autre temps, autre mœurs, hein. Cela dit, même à l'époque, ça choque, hein. À la messe, des juges, des jurés. Ce procès, tout le monde veut en être. Alors on a construit une estrade dans la salle d'audience, une estrade pour les dames de la bonne société. C'est 10 francs la place. Et c'est à se demander si ça valait bien la peine de faire la révolution. Bref. Et puis, les journalistes parisiens débarquent. Ils travaillent pour le Moniteur, la Quotidienne ou le Journal de Paris. Et chacun est venu avec sa sténographe, qui prendra en note les audiences, et avec son polygraphe, qui réalisera des dessins d'illustration. Mais il n'y a pas que les journalistes que cette histoire intéresse. Il y a aussi des imprimeurs-éditeurs. Eux, ils vont beaucoup plus loin que les journalistes. Tous les jours, ils comptent publier les comptes rendus exhaustifs du procès, avec des gravures et avec des plans. Et tous les jours, ils vont imprimer une sorte de petit livre, un livret, qu'ils vont envoyer à leurs abonnés. Et des abonnés, ils en ont partout en France, mais pas que. Ils en ont aussi en Belgique, en Allemagne, au Canada, aux États-Unis d'Amérique, et même à la cour du tsar de toutes les Russies. À Saint-Pétersbourg, tous les jours, depuis le début de cette histoire, on débat de cette affaire, figurez-vous, et de ses rebondissements. À la cour, avec un décalage de quelques jours, évidemment, c'est rigolo, ça. Le temps que le livret, publié quotidiennement, leur parvienne. C'est fascinant. C'est la première fois dans l'histoire judiciaire que l'opinion mondiale se passionne pour une affaire française. 170 ans avant Internet. On a là les prémices de la mondialisation. Et d'ailleurs, il faudra des décennies à Rodez, la préfecture de l'Aveyron, pour se défaire de l'image détestable qu'elle a acquise avec cette histoire. Le procès n'a pas encore commencé. Allez-y, ouvrez le journal. Les journalistes n'y vont pas avec le dos de la cuillère. La tenancière bancale n'est pas dotée d'une figure heureuse, la ruse et la dissimulation y sont empreintes. La physionomie de Bastide est dure, et son regard est faux, etc., etc. Le procès débute donc le 17 août, 5 mois pile après le crime. Il est prévu pour durer 3 semaines. Et d'entrée, la star, c'est Clarisse. Clarisse qui, à la barre, comme chez le juge, change d'avis comme de petites culottes. Une fois, elle dit qu'elle ne sait rien, qu'elle n'était pas présente, et le lendemain qu'elle était avec les autres et qu'elle était déguisée en homme. Et puis régulièrement, elle s'évanouit. Des selles! Portez des selles, vite! Ou alors elle est prise de tremblements, de convulsions. Et d'autres jours, elle joue les terrorisées. Elle ne peut pas tout dire, car elle a peur. Vous savez, tous les coupables ne sont pas dans les fers. Du grand spectacle. Du très grand spectacle. Dans le box, ils sont 11 accusés. Les bancales mari et femme, Bastide Gramont, le beau-frère, Josion, l'agent de change, et des comparses. Et tous disent à longueur de journée qu'ils sont innocents. Tous. Au fil des audiences, on fait défiler 320 témoins. Enfin témoins, des ragoteurs plutôt. C'est le défilé du grand n'importe quoi. Je ne m'attarde pas sur ce procès, vous allez vite comprendre pourquoi. Sachez seulement qu'à la fin, Bastide Gramont, Josion, la femme bancale et un autre qui s'appelle Collard sont condamnés à mort. Et un autre aux travaux forcés à perpétuité. Mais ça n'a aucune importance, puisqu'en raison d'une faute de procédure, le verdict est cassé. Un nouveau procès a lieu en mars, avril et mai 1818. Mais cette fois à Albi, c'est-à-dire assez loin du chaudron bouillonnant de Rodez. Mais rassurez-vous, c'est le même cirque médiatique. Les journalistes parisiens sont de retour. Et ce procès est marqué par un énorme rebondissement. Au cours des audiences, la femme bancale avoue. Oui, c'est vrai. C'est vrai que j'ai égorgé Fualdès.
comme un cochon. Sauf que le lendemain, elle se rétracte. La jolie Clarisse vient à nouveau témoigner, bien sûr, et elle refait son numéro, mais ce coup-là, elle exaspère le président du tribunal. « Garde, s'il vous plaît. Saisissez-vous de cette femme et conduisez-la en prison. » Clarisse est arrêtée sur le champ. Et à la fin, comme lors du procès de Rodez, la femme bancale est condamnée à mort, ainsi que le beau-frère Bastide Gramont, le susdit Josion, et 2 de leurs comparses, Collard et Bach. Un autre est condamné à la perpétuité. Et les 5 condamnés à mort sont exécutés en place publique. Et voilà, c'est la fin de mon histoire. Alors est-ce que ce verdict recouvre la vérité ? Ça, c'est autre chose, hein. Vous savez que je suis toujours très légitimiste avec la justice. J'aime pas faire courir l'idée facile que la justice est forcément injuste. Mais là, 1818, j'avoue que je ne sais pas. Ce que je peux vous dire, c'est que les chroniqueurs de l'époque n'y croient pas du tout. Hein. Pour eux, l'enquête et le procès ont été bâclés. Il fallait des coupables pour rassurer les gens. Mais les journalistes qui ont suivi le procès pensent que l'affaire était beaucoup plus politique que ça. Qu'elle avait à voir avec le refus de Fualdès, ancien révolutionnaire qui avait servi l'empereur comme procureur, de se soumettre au roi Louis XVIII. Mais il n'en apporte pas la preuve non plus. À propos, qu'est devenue la jolie Clarisse ? Nous l'avons laissée en prison. Rassurez-vous, elle ne reste pas longtemps derrière les barreaux. Et quand elle sort, J'ai tout inventé. Je n'étais pas chez les bancals au moment du meurtre. Et je n'ai rien vu du tout, hein, en vérité. D'après ce qu'on sait, Clarisse a fini sa vie assez misérablement en vendant ses souvenirs de l'affaire à des journaux et à des éditeurs. Souvenirs d'ailleurs aussi fluctuants que tous ses témoignages. Il reste que dans les années qui suivent, ce drame provincial français va continuer d'alimenter les fantasmes. Balzac en parle dans 5 de ses romans. Flaubert évoque l'affaire dans son livre Bouvard et Pécuchet. Et Victor Hugo y fait allusion dans Les Misérables. Enfin, le peintre Géricault représente la scène du crime dans l'un de ses tableaux. Et durant tout le 19e siècle, sur les marchés, on peut acheter des figurines de la mère bancale, de Josion, de Bastide Gramont et bien sûr de Fualdès. Sans parler des livres, des dizaines de livres qui ont été écrits sur le sujet. Tout ça fait de l'affaire Fualdès l'un des crimes les plus racontés de l'histoire de France. Voilà donc pour le récit, et vous aussi, Jacques Miquel, vous l'avez raconté, mais à votre manière d'historien, cette affaire, vous êtes historien et vous êtes ruthénois, c'est-à-dire originaire de Rodez, et vous avez, avec un autre historien qui s'appelle Aurélien Pierre, dirigé un travail de recherche à l'occasion d'une exposition que vous avez réalisée sur cette affaire Fualdès, travail de recherche édité par les éditions du Rouer qui s'appelle « L'affaire Fualdès, le sang et la rumeur ». Est-ce que d'abord, cette histoire, aujourd'hui, avant votre exposition et votre livre, Monsieur Miquel, est restée dans la mémoire collective de la ville? Oui, absolument. L'affaire Fualdès, disons qu'on n'en parle pas, mais tout le monde la connaît. Et il y avait toujours les mêmes ressorts et les mêmes questions, c'est de savoir pourquoi et qui a tué Fualdès. Réponse qu'on n'a toujours pas 200 ans après. Mais quand vous dites on la connaît en détail ou les grandes... Ah oui, on la connaît en détail. Mais malheureusement, si vous voulez, il y a eu un nombre de témoins. La justice s'appuyait sur les témoins. C'est-à-dire que plus on a des témoignages allant dans un sens, et ce sont les témoins qui faisaient la culpabilité. Quand c'est quelque chose, il y a, la réforme des causes, voilà, se fera de destruction, se fera en 1836, mais avant, c'était quelque chose de redoutable, et on faisait, la balance de la justice pesait d'un côté ceux qui témoignaient dans un sens, et ceux qui témoignaient dans l'autre. Est-ce qu'il y a aujourd'hui encore, est-ce que vous en avez trouvé
des descendants de tous les protagonistes de cette affaire, des descendants des bancals, par exemple. Oui, à l'occasion de cette exposition qui a eu lieu au musée Fenaille, qui est le musée d'histoire de Rodez, c'est la première exposition qu'il y avait, puisque pour le centenaire, rien n'avait été fait, et puis on ne voulait pas parler de l'affaire Fualdès à Rodez une centaine d'années après, c'était 1917 d'ailleurs. À cette occasion, effectivement, on a pu contacter et retrouver des descendants, notamment de Madame Manzon, une descendante, des bancals. J'ai été contacté par un descendant des bancals, et ce qui est assez intéressant, c'est que ces personnes connaissent l'affaire, mais la connaissent très mal en fait. Ils ne veulent plus, vous vous rendez compte, 200 ans après, ils ne veulent plus en entendre parler. C'est-à-dire qu'ils sont un peu porteurs du poids de cette affaire, quoi. Des générations plus tard. Sûrement, voilà. Et donc, ils n'ont pas de documents. Le descendant de Bancal m'avait posé la question, est-ce que Bancal s'est empoisonné en prison? Il est mort avant le procès, le premier procès. Lui, le mari. Lui, le mari, voilà. Donc, il n'a pas été jugé. Il m'a posé la question. Il me dit, est-ce qu'il a été empoisonné? Est-ce qu'il s'est empoisonné, pardon? Bon, il est mort d'une maladie, puisqu'il y a une autopsie. Mais c'est vraiment une volonté de gommer ce passé. C'est intéressant. Est-ce que l'image, à votre avis, colle encore un peu à la ville? Enfin, moi, je suis allé à Rodez, je connaissais pas l'affaire. À l'époque, j'ai pas eu le sentiment d'entrer dans un coupe-gorge, hein. Non, pas du tout. Non, les choses ont complètement évolué, évidemment. Mais elle a longtemps collé à la ville. Oui, longtemps. Par exemple, Maurice Barrès voulait faire quelque chose sur l'affaire Fualdès. Il est venu à Rodez en 1923. Il a eu du mal à trouver des Ruténois lettrés qui lui parlent et qui l'amènent sur les lieux de l'affaire Fualdès. Il en parle dans son ouvrage « Le voyage à Sparte ». Et après, il a renoncé. Il y avait vraiment une réticence. Alors, cette réticence, elle va durer assez longtemps. Au moins, d'après moi, de ma propre enquête personnelle, au moins jusque dans les années 1960. Souvent, les gens qui arrivaient à Rodez avaient toujours en tête l'image désastreuse de Fualdès, ce qui n'a pas été le cas en réalité, égorgé, oui, mais pas de la façon dont on l'a présenté, sur une table dont la bancale recueillait le sang, qu'elle remue avec la main, comme le sang qui ensuite sera donné à un cochon. Enfin, voilà. Alors, j'ai raconté que peu des observateurs, notamment du procès à l'époque, ont cru qu'on avait condamné les vrais coupables. Quel est votre avis là-dessus, vous qui avez replongé dans cette affaire en détail? Bon, je pense que maintenant on ne se pose plus cette question. D'ailleurs, les avocats, notamment Romiguier, qui était le grand avocat de l'époque, qui a défendu Bastide, et qui a écrit en 1840 ce qu'il pensait de l'affaire Fualdès, et beaucoup de personnes ont écrit d'ailleurs à l'époque, ont été convaincus que les accusés n'étaient pas les coupables. C'est la rumeur, ça c'est la rumeur. Il y a eu à Rodez le 20 mars au matin, une ville qui est entrée un petit peu en ébullition. On l'a recherché, chacun s'est situé un petit peu commissaire de police, faisait des recherches. Et petit à petit est né ce soupçon d'abord sur Bastide, parce que Bastide était un meneur en quelque sorte, sa personnalité, son physique, avec Josion qui était son beau-frère, et ensuite la maison bancale, qui est une des 5-6 maisons qui avait été visitées par le commissaire de police Constant le matin même de la découverte du corps. Mais c'est tout à fait invraisemblable. Enfin bon, c'est-à-dire que quand on réfléchit bien, en vérité, ce qui est le plus saisissant sans doute, c'est que Bastide Gramont et Josion n'avaient aucun intérêt à tuer Fualdès. Ils étaient plus riches que lui. Oui, il n'avait aucun intérêt, mais il fallait trouver des coupables. Et c'est là tout le vrai mystère de cette affaire, c'est de savoir pourquoi on a tué Fualdès, les véritables raisons. Et là, la justice, c'est une affaire qui a été suivie de très près. Et le garde des Sceaux était en correspondance avec les magistrats, avec le procureur général à Montpellier pour la suite et pour la bonne marche de l'affaire. C'est-à-dire qu'on se préoccupait que les accusés soient coupables. Mais la question la plus importante, c'est est-ce qu'on a bâclé cette enquête et on l'a orientée vers de faux coupables volontairement, ou finalement c'est un effet induit du fait qu'on ait bâclé l'enquête? Mais disons que c'est la rumeur publique. La rumeur publique dont on devait tenir compte, avec des témoignages, a orienté très rapidement
vers ces personnages, le Bastille de Jausion, la maison bancale, qui était le lieu le moins approprié pour commettre un assassinat de ce type, enfin, pour des quantités de raisons purement de disposition, de lieu. Et l'enquête, c'est pas que l'enquête était bâclée, ça a été bâclée si on veut, oui, effectivement, mais on n'a pas cherché plus loin. Voilà, c'est ça. Donc on avait des coupables présumés, donc on a tout fait pour qu'ils soient jugés et qu'ils soient coupables. Mais est-ce qu'on peut aller au-delà, c'est-à-dire envisager qu'on ait voulu, par un effet de rideau, quoi, dissimuler, cacher, écarter les vrais coupables? C'est possible. Sinon, il y a deux hypothèses. Ou Fualdès, on l'a mis des tas d'hypothèses à l'époque, vous en avez parlé, suicidé, etc., enfin, il était invraisemblable. Soit Fualdès est sorti pour régler des affaires, très probablement, sûrement à la maison de la société, c'est-à-dire des francs-maçons, dont il avait été le vénérable. C'est très certainement le lieu où il a été. Rodez est très petit, c'était à quelques centaines de mètres. Donc, il peut tomber sur un guet-apens. Il faut savoir qu'il y a eu la foire Gallicarène quelques jours avant, que les foires attiraient à ces époques-là, pendant duré 3-4 jours, attiraient beaucoup de gens. C'est une possibilité, ou bien qu'il soit vraiment tombé dans un guet-apens et qu'on l'aurait tendu. Et alors, pour des raisons politiques? Alors, la seule explication que l'on a, c'est que c'est relatif, effectivement, ce serait pour des raisons politiques, mais c'est très difficile à prouver. Ce seraient les chevaliers de la foi. Qui étaient les chevaliers de la foi? Les chevaliers de la foi étaient un mouvement royaliste, catholique, qui recrutait parmi la noblesse en 1810, et dont l'objectif était le rétablissement de la monarchie. La chute de l'Empire et le rétablissement de la monarchie. Et en 1814, au moment où l'Empire se délitait, les chevaliers de la foi, à partir de Paris, avaient décidé que ce serait à Rodez qu'on allait proclamer, s'emparer des bâtiments publics, de la gendarmerie, de la mairie, de la préfecture, et qu'on proclamerait l'avènement de la royauté. Ça se fera 2 mois plus tard à Bordeaux. Et c'est là où peut-être, mais il faut faire des hypothèses, parce que le problème des sociétés secrètes, c'est qu'il y a des espaces de documents derrière eux, évidemment, et c'est tout à fait possible que Fualdès, qui était procureur impérial au criminel, ait eu vent de cette affaire-là et l'ait fait échouer. C'est la seule explication que l'on peut avoir. Et cette affaire-là, en réalité, n'a été connue qu'en 1948. Certainement pendant tout le procès, même bien après ce qui a écrit sur l'affaire Fualdès, n'en ont pas parlé, pour un descendant d'un des dirigeants qui s'appelait Berthier, qui va écrire les mémoires sur son aïeul, qui était chevalier de la foi, et c'est lui qui, en 1948, dans une thèse d'histoire, parle pour la première fois de ce complot qui était mené à Rodez. Alors, il y a une dernière chose dont je veux absolument parler avec vous, c'est du caractère mondialisé de cette histoire. Parce que dans le traitement des affaires criminelles, on croit qu'on a progressé. Les gens passent leur temps à me dire, mais on raconte de plus en plus de crimes. Et moi, je leur dis, mais non, vous êtes ignorants de la vérité. La vérité, c'est qu'on raconte de moins en moins le crime. Et on voit bien qu'à l'époque, on le racontait beaucoup plus qu'aujourd'hui. On publiait l'intégralité des propos prononcés au cours du procès. C'est dingue. Oui, mais ça, c'est la particularité de l'affaire Fualdès. La première particularité, c'est qu'au procès de Rodez, on a publié le compte-rendu du procès, et qui a été signé par Meignet qui était le procureur du roi. Donc, on a une publication, ce qui est pas du tout courant, qui tendrait à accréditer l'idée que c'est pour des raisons politiques. On voulait que les coupables soient vraiment les accusés. Donc Meignet a signé, enfin, on a publié un texte, enfin un ouvrage sur le procès de Rodez. Quand il y a eu le deuxième procès d'Albi, effectivement, à partir de là, cet ouvrage avait été copié par d'autres libraires à Paris, à Marseille, à Lille, et à ce moment-là, c'est là qu'on a vu arriver ce qui ne s'était pas produit dans la salle d'audience d'Albi, des journalistes, c'est ce que vous avez dit, qui sont venus faire des comptes rendus quotidiens de l'affaire, avec des publications de gravures. On a un plan du tracé des assassins sur la descente de l'Aveyron qui a été imprimé par les soins du maire de Rodez pour être vendu au profit des pauvres. Une centaine d'ouvrages, peut-être 150 gravures et traduits dans plusieurs langues. Les mémoires de Madame Manzon ont été traduites en anglais, en allemand, en danois, etc., en italien. Donc c'est la presse. C'est la presse qui a fait le succès de cette affaire, et comme vous l'avez dit, jusqu'à la Cour du Tsar et jusqu'aux États-Unis, je pense, c'est la première fois qu'une affaire, somme toute, on peut pas dire vraiment banale, mais un assassinat de magistrat, c'est peut-être pas banal, mais a pris une dimension absolument extraordinaire.
Et pour vous, évidemment, c'est pas béni. Tous ces documents ont été votre source dans la rédaction de cet ouvrage qui s'appelle L'affaire Fualdès, le sang et la rumeur, sous la direction de Jacques Miquel et d'Aurélien Pierre. Vous le trouverez aux éditions du Rouergue. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.